Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va expliquer bien la fonction logarithme complexe et répondre à des questions qui causent souvent des ambiguïtés aux étudiants de type quel est l'ensemble de définition de la fonction logarithme complexe, c'est quoi la détermination principale du logarithme complexe et c'est quoi le domaine de continuité et le domaine d'holomorphie. Alors, c'est comme la définition classique du logarithme népérien. En fait, on veut trouver un oméga qui s'écrit sous la forme alpha plus i bêta, tel que l'exponentielle appliquée à ce nombre est égale à z. Ça nous rappelle l'exponentielle du logarithme népérien de z est égale à z, c'est-à-dire la fonction est réciproque de l'exponentielle népérien. Mais maintenant, c'est de la même démarche. L'exponentielle de oméga, oméga c'est un nombre complexe. Alors, par définition, ici, z est égal à exponentielle de oméga. Donc, on cherche oméga qu'on va noter le log de z. Z est ici dans C étoiles. Pourquoi? Parce que z est égal à l'exponentielle d'oméga. L'exponentielle d'un nombre complexe, elle est toujours non nulle. Pourquoi? C'est d'après la définition, la somme de oméga à la puissance n sur n factoriel, n appartient à n. Ça, c'est un nombre qui n'est jamais nul. Donc ça, c'est la première information. Le logarithme d'un nombre complexe, ce nombre complexe doit être non nul. Maintenant, on a z égale exponentielle alpha plus e bêta. J'ai remplacé oméga par sa valeur, l'écriture algébrique. J'utilise les propriétés de l'exponentielle complexe. L'exponentielle de z1 plus z2, c'est l'exponentielle de z1 fois l'exponentielle de z2. Ce qui va nous donner l'exponentielle de alpha facteur de exponentielle i bêta. Et l'exponentielle de i bêta, d'après la formule d'Euler, c'est cosinus bêta plus i sinus bêta. Et en comparant ce résultat avec z d'après l'unicité de l'écriture d'un nombre complexe, on a r cosinus alpha égale cosinus bêta fois exponentielle alpha. Et de même, r sinus alpha égale à sinus bêta exponentielle alpha. Ce qui va entraîner que r égale exponentielle alpha. Si je mets la première équation et la deuxième équation au carré, je vais avoir r au carré cosinus au carré de alpha plus r au carré sinus au carré de alpha est égal à cos au carré de bêta plus sinus au carré de bêta facteur de exponentielle 2 alpha. Et d'après la formule cos au carré plus sinus au carré est égal à 1, je vais avoir r au carré est égal à exponentielle 2 alpha. Ce qui implique que r est égal à exponentielle alpha. Ce qui implique que alpha égale lnr, avec l'hypothèse r est supérieur strictement à 0. Ici, ln c'est le logarithme népérien usuel. Et cosinus alpha, ça c'est la deuxième conséquence de ce système. Et cosinus alpha égale à cosinus bêta. Et d'après cette égalité, on constate que bêta égale alpha plus 2kp. Avec k appartient à z. Ça c'est une équation trigonométrique qui implique que bêta égale à alpha plus 2kp. Et de ceci, on peut dire qu'il y a plusieurs valeurs pour bêta. Donc, mon oméga n'est pas unique. Et ainsi, le logarithme de z ne va pas être une fonction. Pour la rendre une fonction, on doit avoir une seule valeur de oméga. Et donc, par convention, on va prendre alpha dans un intervalle de longueur de p. Par convention, on va prendre alpha dans l'intervalle moins p, p. Fermé de côté de P, ouvert de côté de moins P. Ça, c'est juste une convention qu'on va appeler une détermination du logarithme complexe.
On aurait pu choisir un autre intervalle de longueur de P, par exemple P, 3P, et ainsi de suite. En récapitulation, pour Z appartient à C étoile, la détermination principale du logarithme complexe, c'est ln R, avec R, c'est le module de Z, plus I alpha, avec alpha, c'est l'argument de Z qui est compris entre moins P et P, strictement de côté de moins P et largement de côté de P. Et voilà, donc on peut dire que le logarithme complexe, il est défini sur C étoile pour tout nombre complexe non nul. Maintenant, on va examiner la continuité de notre détermination principale du logarithme complexe. Donc si je prends Z1 et Z2 et Z de la façon suivante, Z1 égale R exponentielle I fois P moins epsilon, Z2 égale R exponentielle I fois moins P plus epsilon, et Z égale R exponentielle IP. Donc P moins epsilon, cet argument, on va le prendre entre moins P et P, moins P plus epsilon aussi dans moins P et P. Et on va regarder ce que va se passer quand Z1 et Z2, les deux, s'approchent de Z. C'est-à-dire epsilon tend vers 0. Alors, qu'est-ce qu'on aura? Le logarithme de Z1, il est égal, par définition, à ln(R) plus I fois P moins epsilon. Parce que cet argument, il est compris entre moins P et P. Le logarithme de Z2, aussi, il est égal à ln(R) plus l'argument moins P plus epsilon. Mais le logarithme complexe de Z, il est égal à ln(R) plus IP. Parce que il est sur la demi-droite négative strictement. L'angle c'est P. Parce que rappelez bien que l'argument il est inférieur ou égal à P. Donc P c'est l'argument. Pour que la fonction logarithme complexe soit continue en Z, on doit avoir quand Z1 et Z2 s'approchent de Z, leur image s'approche de l'image de Z. Mais qu'est-ce qu'on a? Quand Z1 s'approche de Z, le logarithme de Z1, il s'approche du logarithme de Z. Oui, on a la continuité au-dessus de Z. Mais le problème, on n'a pas la continuité au-dessous de Z. Pourquoi? Parce que quand Z2 s'approche de Z, l'image ne s'approche pas de l'image de Z. L'image de Z2 par le logarithme complexe, c'est ln(R) plus I moins P plus epsilon. Quand epsilon tend vers 0, ça tend vers ln(R) moins IP, qui n'est pas égal à l'image de logarithme de Z. C'est ln(R) plus IP. Donc on n'a pas la continuité au-dessous de la demi-droite négative. Et par ce fait, on va dire que le logarithme complexe n'est pas continu sur la demi-droite négative. Mais si je prends Z1 et Z2 proches de Z qui est égal à R exponentielle et θ, avec ici θ, il est à l'intérieur du plan prévu de la demi-droite négative strictement, on aura le logarithme de Z1 et le logarithme de Z2, ils s'approchent du logarithme de Z quand Z1 et Z2, les deux s'approchent de Z. Donc on a la continuité sur C étoile prévue de la demi-droite négative. Il reste maintenant d'examiner l'holomorphie du logarithme complexe, qu'on a appelé la détermination principale. Alors, si je prends Z et Z0 dans le plan complexe non nul prévu de la demi-droite négative, on va calculer la limite de l'image de Z moins l'image de Z0 sur Z moins Z0 quand Z s'approche de Z0. Alors, on va voir pourquoi Z et Z0 doivent être sur le plan complexe non nul prévu de la demi-droite négative. En fait, si je calcule ce rapport, je vais remplacer Z par l'exponentielle de log de Z. Pourquoi? Parce que ça, c'est par définition du logarithme complexe. Il vérifie l'exponentielle du log de Z et est égal à Z. Quand Z, il est
dans C étoile. Et de même, Z0, c'est l'exponentielle du log de Z0. Si je pose la fonction U de Z est égale à log de Z, alors U de Z, elle tend vers U de Z0 quand Z tend vers Z0. Ceci est vérifié d'après la continuité. Ça n'est pas vérifié quand la fonction n'est pas continue. Or, ici, j'ai la continuité en C étoile prévue de la demi-dawatt négative. Donc, c'est ça la raison pour laquelle on a exigé Z et Z0 appartiennent à C étoile prévue de la demi-dawatt négative. Et ainsi, ce rapport, il va tendre, quand Z tend vers Z0, à U de Z moins U de Z0. J'ai remplacé log de Z et log de Z0 par leur valeur, divisé sur l'exponentielle de U de Z moins l'exponentielle de U de Z0. Et ça, d'après l'holomorphie de l'exponentielle au point Z0, ceci, il tend vers l'inverse de l'exponentielle de U de Z0, qui n'est autre que 1 sur Z0. Et ainsi, comme conclusion, le logarithme complexe, il est holomorphe sur C étoile, prévu de la demi-dawatt négative, et sa dérivée au point Z est égale à 1 sur Z. J'espère que ça va rendre les choses bien claires en ce qui concerne la détermination principale du logarithme complexe. Merci de votre attention et à bientôt.